Bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de Adrien Houpert et Charles Boquillon. Adrien qui est responsable commercial chez Ponant, donc un bureau d'études créé en 2015 à Valence et qui notamment a créé une solution d'automatisation de tests donc, qui est applicable chez Reconditionneur. Un axe très intéressant pour nous pour discuter aujourd'hui. Et Charles, donc, directeur général de Save Group, donc anciennement PSM. C'est plus de 200 boutiques de réparation en France aujourd'hui. Ça a été créé en 2006, si je ne me trompe pas. Déjà, pas mal de métiers dans la réparation aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais démarrer, mettre un peu les pieds dans le plat. Donc, on va commencer par un petit tour de table déjà pour que vous puissiez compléter ce que je viens de dire. Peut-être qu'il y a des informations à côté desquelles je suis passé. Ensuite, on va pouvoir démarrer notre échange du jour sur les enjeux du marché, de la réparation, du reconditionnement. On va parler beaucoup des initiatives qui existent sur le marché aujourd'hui, sur les enjeux, sur les tendances aussi. Je vous propose de commencer par ce petit tour de table. Allons-y. Évidemment, excusez-moi, j'ai oublié. Si nos invités veulent poser des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en chat. C'est un échange. On va avoir un temps de questions-réponses sur la fin. On va pouvoir répondre à vos différentes questions et à vos remarques avec grand plaisir, bien sûr. La parole est à vous. Adrien, je te laisse commencer. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Oui, pour compléter un petit peu, Ponant Technologies, donc un bureau d'études basé à Valence. On a en fait deux expertises, le développement logiciel et l'automatisation des tests et process. Et on a comme mission au niveau de l'entreprise justement d'être un facilitateur technologique pour les produits du numérique tout au long du cycle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a 3 activités pour répondre à cette mission. Une activité sur du local, sur des missions de test et de développement logiciel. Une activité plutôt nationale sur de la gestion de projet avec de l'expertise justement de développement logiciel, mais plutôt industriel. Et comme introduit, effectivement, on a une activité produit, donc qui a un rayonnement national et international, avec un robot qu'on a conçu, développé, qu'on a breveté, et avec une version effectivement dédiée au diagnostic de produits et de smartphones reconditionnés. Et ce qu'on présentait un petit peu aujourd'hui, et on a pu aussi le partager au mois de mars à l'occasion du Mobile World Congress, c'est qu'on s'associe avec DxOMark, qui est donc la référence internationale sur l'évaluation des téléphones neufs, avec pour objectif justement de proposer un label qui a une ambition aussi bien pour les consommateurs pour permettre d'avoir un accès à un label certifiant la qualité et les performances des smartphones reconditionnés. Et pour les partenaires, les acteurs du marché, c'est de proposer une solution de test automatisé qui inclut un contrôle qualité pour tous les smartphones reconditionnés et qui permet de répondre aux exigences de qualité et de productivité, que ce soit les opérateurs télécoms, les distributeurs, les revendeurs. Super, merci beaucoup pour ces précisions. On aura le temps de revenir sur ces aspects par la suite. Merci beaucoup, Adrien. Charles? Bonjour à tous, Charles Boquillon, directeur général de Save. Donc, pareil, pour un petit retour en arrière, donc créé en 2006 sous la marque Conservice Mobile. C'était historiquement une marque très concentrée exclusivement en fait sur la réparation de proximité avec des accords constructeurs. Donc, c'était vraiment ça la différenciation. C'était le fait de travailler sur la partie panne sous garantie constructeur. Après, il y a une première évolution qui a été orientée vers le hors garantie, la casse et notamment des partenariats avec les assureurs. Et puis, un petit peu plus récemment, on a racheté notre concurrent Save, dont on a repris le nom, on a refait la charte graphique et on a fait évoluer le modèle vers un modèle plus large où on travaille beaucoup plus sur tout ce qui va être protection et accessoires en général, et puis tout ce qui est achat-revente, parce qu'on constate que le modèle de la réparation exclusive est un modèle économique compliqué. Donc voilà, on a élargi le modèle à l'économie circulaire dans un sens plus large, achat-revente, et dans les derniers mois, là, on s'oriente aussi vers un élargissement de produits. On travaillait exclusivement sur le smartphone jusqu'alors et on va travailler sur tout ce qui est console, ordinateur et peut-être plus à l'avenir. De vrais enjeux de diversification.
Super. Merci beaucoup, Charles. Je vais aussi rapidement me présenter. Donc, moi, je suis responsable donc, de la croissance chez Deeply. Deeply, on a été créé en 2016 dans le but de simplifier l'expérience d'achat pour les professionnels en produits reconditionnés, donc sur un business model qui se construit avec des usines de reconditionnement partenaires, mais aussi sur la revalorisation de flottes d'entreprises, d'opérateurs, donc le fait de récupérer des produits, les reconditionner et trouver ensuite le bon acheteur par la suite. Donc ensuite, on vend à tout type de professionnels, donc des réparateurs, des assurances, des opérateurs téléphoniques, des retailers. Voilà, on a tout un écosystème d'acheteurs B2B avec qui on travaille. Et on a, nous, pour ambition vraiment de favoriser l'économie circulaire en permettant aussi aux professionnels de revaloriser leurs produits sur des canaux de seconde main. Merci beaucoup pour ce tour de table. Je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet. On va démarrer par les expertises et labels. Comme je vous l'ai dit, on est sur un marché, le reconditionnement et la réparation, qui bouillonne d'initiatives, avec beaucoup d'enjeux pour structurer le marché, pour certifier les différents actes et permettre donc de rassurer le consommateur final. Donc, il y a plusieurs labels qui existent aujourd'hui, aussi bien au niveau de la réparation que sur le reconditionnement. Parfois, c'est sur de la qualité, parfois, c'est sur des dimensions plus écologiques. Donc, dans le reconditionnement, on l'observe beaucoup. Est-ce que vous aussi, sur vos segments respectifs, vous voyez l'existence de ces labels qui permettent de structurer le marché? Je vais commencer si tu veux bien, Adrien. Ouais. Effectivement, Vas-y, nous, Charles. sur le marché de la réparation de proximité, effectivement, il y a un label qui se démarque, qui est le label Quali-Répar. Pourquoi il se démarque? Parce qu'il a été choisi par les éco-organismes pour être la porte d'entrée du fait de pouvoir appliquer le fonds de réparation, qui est un programme qui permet d'obtenir une remise pour de la réparation de produits en panne. Et donc, ce label ayant été choisi, il était déjà reconnu, mais ayant été choisi, c'est clairement celui qui se démarque et qui va continuer à se démarquer. Donc, c'est à la fois un label qui permet d'avoir une démarcation en termes de qualité, mais aussi, surtout, d'avoir cet accès au fonds de réparation. Donc, même s'il y en a plusieurs qui existent, aujourd'hui, c'est celui-là qui va se démarquer, en particulier du fait de son lien avec le programme fonds de réparation. J'aimerais juste qu'on reprécise pour tout le monde ce qu'est le fonds de réparation. Donc, on est d'accord que ça fait partie de la loi AGEC. Ouais, c'est dans le cadre de la loi AGEC. En fait, c'est une décision qui a été prise de pouvoir utiliser les budgets des éco-participations. Donc, quand un produit est vendu sur le marché, il y a une éco-participation qui est payée par le fabricant et qui est orientée finalement vers un éco-organisme qui est choisi par le fabricant. Ils en ont tous choisi un parce qu'ils peuvent le faire eux-mêmes, mais ce serait très coûteux. Donc, ils mutualisent tous autour de deux éco-organismes que sont Écologique et Écosystème. Et donc, les budgets collectés par ces deux éco-organismes, l'État a décidé de les orienter vers la réparation de manière à pouvoir limiter le recyclage. Ils se sont rendus compte que les budgets des écotaxes permettent de mettre en œuvre des bons processus de recyclage. C'est vraiment la raison d'être de ces écotaxes au démarrage. Et ils se sont dit, si on réoriente une partie de ce budget-là vers la réparation, ça va aussi limiter un petit peu le recyclage, allonger la durée de vie des produits. Et donc, finalement, c'est ça. On utilise des budgets qui sont initialement prévus pour du recyclage de manière à allonger la durée de vie des produits et le limiter. Et finalement, on se rend compte que c'est vraiment une grosse partie de notre métier. Allonger la durée de vie, limiter le recyclage, finalement, c'est en quelque sorte la raison d'être de la réparation. Voilà, et ce label Quali-Répar, il va permettre d'accéder à ce fonds. Sans être labellisé, on ne peut pas souscrire au programme fonds de réparation de ces organismes. Et donc, pour le rappel, le fonds de réparation, ça permet sur la partie smartphone d'obtenir une remise de 25 € qui est remboursée par l'éco-organisme pour tout produit qui a été réparé dans un magasin certifié Quali-Répar et qui va être remboursé après coup par l'éco-organisme. Attention, il faut que le produit soit en panne au-delà de sa période de garantie, évidemment, sinon c'est le constructeur qui le prend en charge et ça ne va pas prendre en considération les produits qui sont cassés. On est vraiment dans une logique d'allongement de la durée de vie d'un produit qui est en panne et pas cassé. Très clair. Merci beaucoup, Charles, pour ces précisions.
Adrien, je pense beaucoup au label que vous mettez en place avec Ponant aujourd'hui. Donc, il y a un projet, en tout cas, de label qui est en cours. Quels sont les enjeux pour vous de créer ce label et qu'est-ce que vous comptez créer sur le marché du reconditionnement avec ce label? Alors nous, le constat, en fait, il part effectivement de l'analyse du marché, où on voit qu'au-delà du prix, qui est le facteur premier, on va dire, de motivation d'achat des consommateurs pour un téléphone reconditionné, ce qui freine beaucoup d'acheteurs, c'est la confiance dans le produit qu'ils vont acheter. Alors c'est aussi bien sur les performances que sur l'origine, c'est beaucoup d'éléments et donc vraiment, nous, l'objectif, il est là, c'est d'apporter de la confiance au marché et de pouvoir justement permettre aux acteurs qui travaillent bien et qui justement mettent en place des process pour fournir de la qualité et d'arriver à se différencier sur un marché qui est aujourd'hui très concurrentiel. Bah, l'objectif, il est vraiment là, c'est renforcer, promouvoir et protéger en fait les acteurs qui ont à cœur l'excellence en termes de reconditionnement. Mhm. Donc, c'est 100% axé sur la qualité donc, des produits, la qualité des tests. Il n'y a pas de notion de logistique, de service après-vente. C'est uniquement sur la qualité des tests. C'est ça. Nous, D'accord. on s'est concentré. Effectivement, je pense que c'est un sujet parce qu'il y a plusieurs labels qui existent ou qui sont en cours de développement et qui adressent différents éléments de la chaîne. Nous, effectivement, on s'est concentré sur l'aspect fonctionnel pour permettre en fait aux reconditionneurs en fait de savoir exactement d'arriver à valoriser le produit et comme ça de permettre en amont de mieux maîtriser ses approvisionnements et le coût associé, d'optimiser la partie de réparation et à la fin, au niveau du client final, d'apporter des garanties justement sur la qualité du produit qui est commercialisé. Mhm. L'objectif, il est vraiment de dire, vous, client, vous achetez un produit qui a ces performances-là, qui a ce statut-là, et donc vous achetez un produit en toute connaissance de cause. Donc, ce serait un label qui serait visible par les consommateurs finaux, par les acheteurs finaux. Donc, le C'est ça. particulier pourrait voir un macaron. Très bien. Très bien. C'est vrai que ça viendrait bien en complément de labels existants pour les reconditionneurs aujourd'hui, qui sont, eux, peut-être plus axés sur la traçabilité, sur les processus, sur la transparence de l'état réel des produits, sur le service après-vente également. Je pense qu'il y a peut-être des cohabitations qui peuvent exister entre ces différents labels et c'est intéressant de voir voilà, quels axes sont abordés par quel label et oui, euh, oui, système commun il pourrait exister entre ces labels et quelle cohabitation également. Très bien. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un label est nécessaire aujourd'hui pour se différencier aussi bien en tant que réparateur qu'en tant que reconditionneur? Je vais y aller du coup. Ouais. Ouais, moi, je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, on est sur des marchés qui sont, en tout cas sur la partie réparation de proximité, hyper concurrentiels, très atomisés, avec beaucoup de niveaux de qualité très différents. Donc, effectivement, le fait d'avoir une démarcation en termes de qualité, ouais, c'est très clairement un point positif. Pour avoir bien regardé en détail, le label Quali-Répar, c'est quand même assez complet. Il y a Mhm. vraiment de la partie outillage, sécurité, administratif, ça touche à beaucoup de choses. Et donc, effectivement, ça permet on va dire, de segmenter un petit peu ce marché qui est aujourd'hui trop diversifié peut-être en termes de niveau de qualité de prestation. Oui, Kelly Répar, c'est assez complet. Il y a aussi une notion de personnel technique qualifié, gestion des réclamations, gestion des déchets. Donc, ça englobe quand même beaucoup de sujets. En même temps, c'est vrai que voilà, Ouais, ça reste très opérationnel, quoi. ouais, On est exactement. Ouais. moins dans d'autres sujets comme tout ce qui va être traçabilité, etc. C'est très terre à terre, mais ça touche à beaucoup de sujets. Et effectivement, quand on passe ce label, on peut considérer qu'on a un réparateur d'un très bon niveau de qualité. Donc nous, on y est très favorable au fait que ces labels viennent différencier. Et c'est vrai que là, nous, on est dans un schéma où en plus, ça apporte derrière une solution qui permet de remiser un certain nombre de réparations. Donc, non, nous, à notre niveau, on trouve ça très positif de pouvoir, on va dire, concentrer une grosse partie des volumes vers ces magasins qui sont d'un meilleur niveau de qualité que la moyenne du marché. Super, très clair. Merci beaucoup. Peut-être que Adrien, tu voulais intervenir aussi?
Moi, je suis complètement en phase. Comme je le disais, l'objectif, il est vraiment là, c'est de permettre aux acteurs qui travaillent bien et avec les bons process, qui mettent en place tous les éléments nécessaires pour avoir la commercialisation de produits reconditionnés et cette économie circulaire de manière vraiment très performante. Je pense que tous les éléments qui permettent à ces entreprises-là, ces acteurs-là, de sortir du lot dans un marché qui aujourd'hui, comme le disait Charles, est extrêmement concurrentiel, ça peut que être bénéfique pour arriver à trouver un modèle où les meilleurs ressortent du lot. Très bien, très clair. Merci beaucoup, Adrien. Je vous propose de passer au prochain sujet. Je voulais qu'on évoque une autre initiative qui impacte également notre marché, c'est l'indice de réparabilité. On en a beaucoup parlé, notamment l'année dernière, et des questions se soulèvent par rapport à cet indice de réparabilité, notamment sur le fait que le prix de la pièce de rechange par rapport au prix du téléphone rentre dans l'évaluation, ce qui est un critère qui peut être étonnant par rapport à la notion de réparabilité. La loi AGEC, justement, prévoit, c'est quelque chose qu'on a vu récemment, que d'ici 2024, cet indice de réparabilité évolue en indice de durabilité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et pour mettre plus les notions de robustesse du produit dedans, et aussi de fiabilité. Est-ce que vous pensez que ça va dans la bonne direction? Et est-ce qu'aujourd'hui, l'indice de réparabilité affecte vos segments respectifs? Du côté des réparateurs, aujourd'hui, effectivement, l'indice de réparabilité, c'est des enjeux qu'on considère un peu basiques. Avoir une documentation, la complexité à démonter le produit, est-ce que je peux réparer telle ou telle partie, hein? On va prendre l'exemple des smartphones sur lesquels on ne peut pas réparer le back cover, alors que c'est quelque chose qui casse souvent. Et puis, effectivement, il y a tout ce qui est disponibilité et prix des pièces détachées. Mais en tout cas, ce qu'on constate sur la partie disponibilité et prix des pièces détachées, c'est simplement de cocher une case. Est-ce que vous allez avoir des solutions de distribution de pièces détachées à des prix raisonnables? Bon, c'est un peu facile d'aller vers de cocher ces cases-là. Voilà. Nous, plutôt à l'inverse, ce qu'on voit comme défaut, on va dire, à cet indice de réparabilité aujourd'hui, c'est ce que tu disais, c'est là où ça veut évoluer. Donc, je pense que c'est une bonne évolution. C'est vers tout ce qui est considération de la durabilité. Alors, tu as cité le fait que le produit soit durable d'un point de vue technique. Moi, je citerais aussi qu'il faut qu'il soit durable d'un point de vue économique et par rapport aux besoins clients. Je vais citer l'exemple de produits qui, aujourd'hui, ont des indices de réparabilité qui sont très bons, alors que c'est des produits qui sont très entrée de gamme. C'est-à-dire qu'on voit parfois des produits à 99 € qui ont un bon indice de réparabilité. Si on part en indice de durabilité, je pense qu'il faut quand même pénaliser un petit peu ces produits-là parce qu'on va avoir du mal à générer de l'intérêt sur le marché de la seconde vie avec des produits très entrée de gamme. Après, dans la durabilité, ce qu'on attend aussi, c'est que le fait de porter le logiciel sur du long terme, où on voit que, à part Apple, il y a quand même une très grosse difficulté à porter sur du très long terme le logiciel chez à peu près tous les constructeurs. Ouais. Ça doit être pris en considération et ça ne l'est pas suffisamment aujourd'hui dans l'indice de réparabilité. Enfin, le dernier point, c'est tout ce qui est accès aux pièces détachées. Évidemment, c'est déjà présent dans l'indice, mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas assez contrôlé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une solution logistique existe, aujourd'hui, la case est cochée dans l'indice de réparabilité. Si on constate en pratique derrière que ce n'est pas du tout le cas, je pense qu'il y a certains constructeurs qui devraient potentiellement être pénalisés. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À partir du moment où une solution logistique est proposée, on considère que la pièce est disponible, alors qu'on constate très souvent que sur pas mal de marques, ce n'est pas vraiment le cas, quoi. Donc, pour appuyer sur ce que tu dis, et Charles, on a aussi vu récemment en décembre que Samsung annonçait vouloir remettre une batterie amovible dans un prochain modèle qui pourrait sortir. Donc ce serait pour un Xcover, il me semble. Mais la question, c'est certes, c'est bien de pouvoir avoir une batterie amovible, c'est un très bon pas vers la réparabilité, mais il y a aussi une question de disponibilité des pièces détachées, comme tu le disais, de logistique également. Et il y a en effet ces critères qu'il faut aussi mettre en place. Ce n'est pas uniquement sur
une simplicité de réparation, c'est aussi sur tout ce qui englobe voilà, le process pour pouvoir en effet réparer son produit. Complètement. Pour l'instant, on est peut-être un peu trop restreint à Ouais. est-ce que le produit, techniquement, il est réparable? Est-ce que j'ai bien une documentation qui va m'aider à le faire? Ouais. On est dans des balbutiements qui commencent à amener des critères, ce Mhm. qui est positif. Mais effectivement, dans le détail, il y a encore pas mal de chemin. Et encore une fois, je tire pas sur l'ambiance parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué Ouais, ouais. à mettre en œuvre, hein. Il y a pas de débat. Mais effectivement, tout ce qui est orienté l'indice plutôt vers la durabilité et amener des processus qui permettent de contrôler plus concrètement qu'à la fois sur la partie OS, évolution de l'OS, mais aussi disponibilité sur le moyen long terme des pièces détachées, je pense qu'il y a encore un peu de travail. Bien sûr. Adrien, est-ce que tu voulais appuyer sur quelque chose? Bon, effectivement, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate sur les critères de l'indice de réparabilité, ce qui est un gros enjeu, c'est la partie durée de vie des pièces et le prix des pièces détachées. Mhm. Il y a un sujet malgré tout de fond qu'il faut arriver à résoudre, c'est d'arriver à trouver le bon modèle économique, puisqu'aujourd'hui, c'est extrêmement vertueux, l'aspect réparation, économie circulaire. Mais effectivement, il faut arriver à trouver un modèle économique pour que ça soit périn. Et le fait que sur l'indice de réparabilité, c'est un bon début parce que ça donne quand même les fondements de quelque chose. Mais le fait que les 4 critères aient aujourd'hui le même poids, effectivement, comme le dit Charles, le fait qu'il y ait des pièces de rechange qui aient une durée de vie longue, mais si on ne peut pas se les approvisionner, bon, le problème reste toujours le même, c'est-à-dire Mhm. qu'il faut pouvoir réparer, reconditionner le produit quand il y a du volume. Et aujourd'hui, tous les constructeurs n'ont pas mis en place ou n'ont pas forcément une volonté clairement définie de pouvoir déployer ça plus largement. Donc aujourd'hui, il y a un sujet de business model quand même à bien mettre en place Mhm. qui doit être couplé avec des initiatives qui permettent d'orienter toute la chaîne vers les bons éléments. Très clair. Merci beaucoup Adrien pour ces éléments. Je voulais qu'on profite du sujet de la réparabilité pour parler d'une récente directive européenne sur le droit à la réparation. Ça englobe le sujet de Right to Repair. Aujourd'hui, ils veulent développer ça à l'échelle européenne. Et donc, il y a un sujet qui est en train d'être mis en place au niveau notamment des constructeurs. Parmi tant d'éléments de cette directive, il y a la création d'une plateforme de mise en relation entre réparateurs et donc personnes qui ont besoin d'un service de réparation en critères de lieu et de normes de qualité. C'est assez intéressant aussi d'évaluer la norme de qualité des réparateurs qu'on peut trouver sur le marché. Et il y a aussi une notion de norme de qualité européenne qui pourrait être mise en place. Aujourd'hui, on sait qu'en France, on a aussi une certaine longueur d'avance sur le marché en reconditionné. Enfin, en tout cas, on aime se le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, une création d'une norme de qualité européenne, ça vous paraît pertinent? Et si oui, pensez-vous que les autres pays peuvent rattraper la France dans ces sujets-là? C'est une bonne chose. Oui, on espère quand même que l'avance de la France va nous servir. C'est-à-dire que voilà, qu'on ne recrée pas forcément tout de zéro, que peut-être le fait de dire il y a déjà des normes qui existent en France puisse être utilisé pour pas avoir à créer un Xème label. Voilà. Après, effectivement, si c'est à un niveau européen, le fait de forcer entre guillemets le constructeur à proposer des solutions, à sensibiliser les clients et à le faire via des réparateurs, on va dire, certifiés de qualité, je pense qu'à terme, c'est une bonne chose. Les constructeurs, ils ont besoin un peu d'être secoués de temps en temps. On les voit avoir des initiatives qui sont parfois un peu déconnectées du besoin, c'est-à-dire qu'ils vont lancer des services un petit peu plus dans certaines Ouais. zones et ça ne va pas être généralisé. Donc, le fait de se dire il faut que ce soit plus global et qu'il y ait des solutions de réparation de qualité partout, je pense que ça va leur faire réfléchir à des process plus scalables et plus globaux qui vont permettre effectivement d'amener des solutions aux consommateurs. Donc moi, je trouve que c'est positif. Maintenant, l'enjeu, effectivement, c'est que l'avance de la France soit utile Ouais. dans ce cadre d'un développement européen de ce type de loi. Effectivement, moi je suis en phase avec Charles hein, sur ce point-là. Ça peut que être bénéfique pour essayer d'impliquer les constructeurs à un niveau plus large.
Aujourd'hui, quand on regarde quand même la tendance de fond entre les volumétries de téléphones neufs et la part reconditionnée qui croît, on est d'un côté sur quelque chose qui stagne, voire qui décroît, alors que la partie réparation reconditionnement, on est sur des croissances à 2 chiffres d'un point de vue annuel. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça a un intérêt parce que les constructeurs, ça leur permet aussi de se poser la question de leur modèle sur le long terme, en se disant effectivement, on répond d'un côté aux clients qui veulent à tout prix un téléphone neuf, mais de prendre déjà en considération cet aspect de capacité à être conditionné, de mise à disposition des pièces, ce que fait déjà d'une bonne manière Apple. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, ça permet de générer du revenu sur du long terme, avec potentiellement des services à créer, des choses comme ça. Donc, je suis convaincu qu'une initiative européenne, il faut qu'effectivement on puisse garder l'avance que la France a prise et qui est notable aujourd'hui au niveau européen, mais ça peut que aller dans le bon sens pour aller vers quelque chose qui soit pertinent face aux enjeux actuels. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais clore cette partie indice de réparabilité avec une remarque très intéressante de Benjamin en commentaire, qui indique que l'indice de réparabilité, en effet, est fixé par les constructeurs. Donc, en effet, ça implique une limite parce que le produit peut être facilement réparable techniquement, mais moins économiquement en fonction de ce qu'on se disait. Donc, forcément, oui, la réparabilité, c'est aussi une problématique économique. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette remarque. Et je voudrais ouvrir le prochain sujet avec une autre remarque, une question de Xavier. Donc là, on va parler d'un sujet ô combien sensible sur le marché, c'est les pièces compatibles versus les pièces d'origine. Et Xavier nous demande comment les constructeurs peuvent-ils être contraints à mettre les pièces d'origine à disposition en dehors de leur SAV agré à des tarifs concurrentiels. Donc ça donne un peu la notion de solution pièces détachées d'origine, qui est un vrai sujet aujourd'hui sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question de Xavier? Alors, je vais me lancer avec le sujet qui est en pleine transformation sur Apple, où déjà la première étape, c'était d'avoir des solutions pour pouvoir y avoir accès tout court. Donc, la pièce détachée d'origine, aujourd'hui, Apple propose des solutions, certainement perfectibles, mais qui permettent aux réparateurs de souscrire un programme qui s'appelle l'Independent Repair Programme, qui permet de dire je souhaite me mettre aux normes d'Apple. Bon, voilà, il faut investir dans des outils, etc. Il y a quand même un petit parcours du combattant, mais il y a quand même des solutions qui permettent d'y accéder à ces pièces détachées d'origine. Maintenant, je suis complètement d'accord avec la question, comment on peut contraindre un niveau de prix qui soit, on va dire, raisonnable pour que le modèle économique fonctionne, pour refaire le parallèle avec l'enjeu du reconditionné. Aujourd'hui, déjà dans la réparation, on a parfois beaucoup de mal à positionner la pièce détachée d'origine. Alors, il y a deux raisons à ça. Il y a une première raison qui est le modèle économique d'Apple qui dit « moi, je veux envahir le marché et récupérer finalement ce marché du SAV avec ma pièce détachée d'origine ». Mais comme Apple sait bien le faire, pas n'importe quel prix. Voilà, ça doit rentrer dans un modèle économique. Donc là, comment le faire? Je ne vais pas avoir une réponse ferme tout de suite, mais évidemment, toutes ces lois et on va dire la granularité de ces lois qui vont aller regarder bah ouais, c'est bien, Apple propose des pièces d'origine d'iPhone 8 pendant une période très très longue, c'est super. Par contre, comment on peut les contraindre à dire il faut aussi que ce soit pertinent dans le modèle et pas que ce soit plus intéressant d'aller racheter un iPhone 8 plutôt que de réparer celui que j'ai entre les mains. Effectivement, là, je pense que c'est dans les mains des différentes réglementations et de leur évolution. Il y a déjà des bonnes initiatives. Maintenant, c'est comment pousser ça plus loin pour amener une certaine pression à ces constructeurs pour pouvoir amener une cohérence dans le modèle économique. Après, il y a un autre sujet, c'est que le sujet, il est historique et que comme Apple ne vendait pas ses pièces détachées d'origine historiquement, il y a un marché parallèle qu'on appelle le marché gris, des pièces compatibles qui s'est mis en place, qui est extrêmement compétitif, où on trouve des pièces détachées de très bonne qualité et qui permettent de réparer à des prix qui sont bien plus intéressants, notamment quand le produit est un petit peu ancien. Donc finalement, c'est ces deux sujets qui doivent aller l'un avec l'autre. C'est qu'à un moment, la prise de position de la pièce d'origine doit permettre d'avoir un modèle économique viable,
qui est moyennement le cas aujourd'hui. Le marché doit prendre des parts sur la pièce détachée d'origine qui, a priori, à long terme, va limiter un petit peu l'enjeu de la pièce compatible. Voilà. Ensuite, effectivement, le constructeur il rajoute des règles du jeu par-dessus qui vont être les contraintes au niveau logiciel. Voilà. Maintenant, effectivement, on sent qu'à chaque fois qu'ils en amènent des contraintes logicielles, il y a quand même souvent une marche arrière qui est enclenchée parce que voilà, il y a quand même des acteurs comme les acteurs qu'il y a, je pense, autour de ce webinaire qui réagissent à ça en disant attention, on ne peut pas non plus imposer des pièces détachées d'origine en disant on a proposé une solution, c'est très cher et on amène des contraintes très fortes. Voilà. Ceci étant dit, nous, le constat qu'on fait, c'est que c'est lent, mais ça prend. C'est-à-dire que sur notamment tout ce qui est batterie, aujourd'hui, tous nos magasins qui ont déployé l'IRP programme d'Apple, ils positionnent un volume de batterie qui est relativement important. Pourquoi? Parce que la différence justement de prix n'est pas aussi importante que quand on change des écrans. Donc effectivement, c'est sur les pièces chères où il y a encore un effort très important à faire. Aujourd'hui, sur les batteries, on sait qu'entre le message d'alerte qu'il y a dans le produit et le fait que le client se dise oh, la batterie, c'est quand même un truc qui doit durer longtemps, etc. J'ai besoin d'avoir un certain confort sur le long terme. La pièce détachée d'origine aujourd'hui prend des parts importantes dans notre proportion de réparation. Aujourd'hui, l'écart de prix entre compatible et origine en boutique, il est de combien sur une batterie? Tu as une idée? Si tu veux, sur une batterie, on va être à 20-30%, mais sur une batterie, on Ah va oui. plutôt parler en euros. On va être 20 euros. Est-ce que je mets 20 euros de plus pour changer ma batterie en prenant une pièce détachée d'origine qui va me permettre de me dire, je n'aurai pas le message, si je veux revendre mon produit demain, ça va me permettre de mieux le valoriser, etc. etc. Aujourd'hui, les 20 ou 30 euros d'écart qu'il va y avoir entre une batterie compatible et une batterie d'origine, le client, il va y aller. Si on parle d'un écran, on va peut-être parler aussi de 20-30 parfois un petit peu plus, mais sur un écran à 200 euros, 20-30%, ça fait tout de suite des montants qui sont un peu plus élevés. Et effectivement, là, on va se poser la question à deux fois. On sait que changer un écran, ça, quoi qu'il arrive, c'est toujours un budget. Donc là, pour le coup, aller économiser 20, 30, 40% selon les cas. On va avoir un petit peu plus de mal à convaincre sur l'écran d'origine qu'une batterie où on parle, voilà, on a plutôt cette vision de dire est-ce que je mets 20 euros de plus pour avoir une batterie d'origine? Oui, c'est vrai que sur le sujet, aujourd'hui, si on parle reconditionnement avec des fortes volumétries, l'enjeu, il est avant tout économique. Aujourd'hui, c'est ça le nerf de la guerre. La question est totalement pertinente, mais c'est vrai que des initiatives, on va dire globales, internationales, pourront permettre de faire accélérer autant que possible le process. Je pense que la solution, elle se trouvera, comme je le disais juste avant, sur la proposition de valeur que pourront faire les constructeurs, en se disant que dans quelques années, même si aujourd'hui c'est peu représentatif, le reconditionner au niveau de la volumétrie des téléphones neufs, puisqu'on est à un peu moins de 300 millions de téléphones reconditionnés au niveau international pour 7,3 milliards de téléphones neufs vendus par an. Donc il y a quand même un gros delta. Mais malgré tout, en fait, le pas, à mon sens, se prendra d'un point de vue constructeur quand ils prendront aussi la mesure de la valeur que le maintien de leurs produits longtemps sur le marché, avec justement après des services associés, justement des partenariats qui pourraient se nouer. L'enjeu, il est un petit peu là, mais à court terme, c'est clair que l'enjeu opérationnel et de rentabilité prime sur la sélection de la pièce. Bien évidemment, le sujet, c'est d'arriver à avoir aussi le taux de retour, le taux de SAV le plus faible possible. Comme le disait Charles, aujourd'hui, le marché de la pièce compatible côté iPhone est très compétitif, plus compliqué d'un point de vue Android. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, il est avant tout financier, puisque, comme je le disais en introduction, quand même, le levier d'achat initial d'un acheteur sur les téléphones reconditionnés, c'est le prix. Donc, il y a un moment, il faut arriver à trouver l'équilibre entre la qualité et le prix, mais avec des prix qui doivent être tirés dans tous les sens. Tout à fait. Merci beaucoup, Adrien. Je voudrais rebondir aussi sur cette partie, sur une question que Damien a posée en début d'échange.
sur le label Quali-Répar et demande comment le label Quali-Répar s'assure que les réparateurs utilisent la meilleure qualité de pièces possible. Donc là, on ne parle pas vraiment de pièces compatibles ou origines, mais plutôt uniquement de qualité de pièces. Et il me semble que Quali-Répar, pour obtenir ce label, il faut proposer une garantie sur la réparation. Donc finalement, ça permet pour moi de rassurer le consommateur sur la qualité des pièces qui sont utilisées. Je vais poser la question à Charles. Est-ce que la garantie sur la réparation, si on a une, bien sûr, est la même sur une pièce d'origine que sur une pièce compatible? Alors, en tout cas, pour répondre précisément à la question, oui, la seule manière qu'a le label Quali-Répar de garantir un bon niveau de pièces détachées, c'est ça. C'est le fait d'engager le réparateur dans une garantie relativement longue. Après, effectivement, sur les garanties au niveau des pièces compatibles ou origines, c'est au choix du réparateur, c'est en fonction des accords qu'il y a avec les différents fournisseurs. Aujourd'hui, nous, à notre niveau, on garantit toutes les pièces 1 an, sans distinction. Et on sait qu'effectivement, derrière, c'est la chaîne d'approvisionnement et les partenariats qu'on peut avoir avec les différents acteurs qui va permettre d'être couvert sur cette garantie. En tout cas, toute la chaîne amène cette nécessité d'aller vers une garantie d'1 an qui est rassurante pour le client et qui est nécessaire pour avoir un bon niveau de qualité. Je pense qu'1 an, c'est aujourd'hui un minimum pour pouvoir amener une garantie raisonnable au client. Très bien, très clair, merci beaucoup. Je voudrais maintenant qu'on échange ensemble, si c'est bon pour vous, sur les pièces d'origine et compatibles, qu'on parle un peu des actualités du marché. Notamment sur le fait que voilà, aujourd'hui, on est sur un marché qui est en tension, qui aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs. Pour être économiquement viable, il faut avoir aussi de l'imagination et se diversifier, aussi réduire les coûts. Et je sais que tous les deux, vous avez une expertise à différents niveaux sur ça. Déjà pour commencer, Adrien, on a une question en début d'échange qui est arrivée chez nous sur le fait que l'Europe de l'Est aujourd'hui est très compétitive sur les tests et la réparation. Et c'est très vrai. Aujourd'hui, on aimerait savoir comment en France on peut réduire les coûts, notamment de tests et de reconditionnement, pour être de nouveau compétitif par rapport à ces acteurs-là. Et il me semble qu'aujourd'hui, Ponant travaille dans ce sens-là. Tout à fait. Alors, l'enjeu, il est global, hein, puisqu'en fait, il est au niveau de la chaîne complète et on va dire du flux d'un point de vue général. Mhm. Aujourd'hui, la provenance des produits qui sont reconditionnés, elle est un peu diverse et pas forcément en très local. Et justement, l'enjeu et ce que nous, on essaye d'apporter avec notre proposition et technique et de label, c'est de mettre en place justement un flow entre tous les acteurs pour être le plus local possible. On constate qu'il y a énormément de personnes qui gardent des téléphones, enfin des produits électroniques d'un point de vue général, mais beaucoup de téléphones chez eux. Et vraiment, l'enjeu, il est d'arriver à avoir le produit à la source avec la meilleure valorisation possible. Derrière, on a aujourd'hui des acteurs en France qui sont très performants en termes de réparation de tests. Nous, ce qu'on vient apporter en complément, c'est l'aspect déterministe de l'évaluation sur tous les sujets qui sont subjectifs, que sont les performances audio, sur l'affichage. Aujourd'hui, un opérateur, il va avoir du mal à garder un référentiel donné sur déjà d'un téléphone à un autre en enchaînant, mais après, quand on parle de gros volumes, de fatigue, etc. Donc l'objet, il est vraiment là, c'est-à-dire que la compétence sur la réparation, on l'a en France. Il faut arriver justement à permettre au système de pouvoir valoriser au juste niveau le flux qui est rentrant, de pouvoir affecter les bonnes réparations, après de valoriser au juste prix le produit sur le marché. Et je pense que le marché a tout intérêt à chercher ce cycle le plus court possible avec l'implication des opérateurs télécoms, de la grande distribution pour justement arriver à prélever le flux où il est et de pouvoir le redistribuer au plus proche. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'on arrivera à se différencier effectivement de la concurrence de l'Europe de l'Est.
Absolument. Enfin, c'est exactement comme ça qu'on travaille avec Deeply également. On va chercher des flottes entreprises en France, des flottes qui viennent de leasing également. Et l'objectif, c'est vraiment de trouver la solution la plus locale possible, la meilleure porte de sortie pour valoriser et écologiquement et économiquement le produit. Donc, on est tout à fait aligné avec vous sur cette approche. Charles, concernant ce que je disais, le contexte économique un peu étouffant pour certains acteurs, on parlait de diversification un peu au début de l'échange et notamment du marché de la protection. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce marché? Ouais, très, très clairement, en fait, nous, pour se démarquer, et quand on est réparateur aujourd'hui, le fait de devenir un centre de réparation avec une expérience client la plus globale possible est indispensable. Donc, Mhm. parmi les enjeux, effectivement, il y a le fait de dire on amène des solutions de protection. Donc, nous, on a nommé ça la Recover. C'est plein de solutions sur le marché. On pourrait en citer au moins 5 ou 6. C'est des solutions qui permettent d'imprimer des films de protection. Et ça, c'est vrai que bon, la plupart des acteurs s'y sont mis et c'est indispensable dans le modèle économique. Si on n'a pas ce type de service additionnel, le modèle de réparation seul, sans apporter une valeur ajoutée complémentaire avec ce type de protection, de la coque de protection et d'autres éléments, mais évidemment, le sujet Recover, là, les machines qui découpent des films sur mesure, ça reste le meilleur modèle économique. Donc, effectivement, il y a ça. Après, il y a l'évolution vers finalement le métier de l'économie circulaire au sens plus large, qui est de dire je rachète et je revends. Et le fait pour aller dans la continuité de ce que vous disiez tout à l'heure, dans l'hyper local, Ouais. le fait de racheter à Madame Michu lundi, de reconditionner dans les temps disponibles par les équipes techniques et de revendre quelques jours plus tard, ce modèle-là, on sait qu'il est hyper vertueux, à la fois dans le discours de ce côté hyper local et à la fois dans le modèle économique. C'est-à-dire qu'on va réussir avec ce système d'achat, reconditionnement, revente à dégager des marges qui sont relativement confortables parce qu'on ne va pas avoir de coûts intermédiaires ou très peu dans la mesure où on utilise des équipes qui sont déjà présentes dans le centre de profit. Et on va être capable d'utiliser aussi le sujet de la TVA sur marge qui va permettre de maintenir une marge assez confortable et un prix de vente relativement compétitif pour le client. Donc voilà, effectivement, donc, réparation, tout ce qui est vente additionnelle autour, et puis élargir d'une part vers de l'achat-revente, sur lequel les solutions existent pour avoir un modèle économique qui est vertueux. Et évidemment, dans la mesure du possible, élargir la gamme de produits parce on voit quelques tensions sur le fait qu'il y ait beaucoup de produits qui continuent à tomber en panne, qui continuent à casser. On sait que ça, il y a des doutes depuis la période de Covid sur le fait qu'on retrouve des volumes aussi importants qu'on avait avant crise, notamment sur la casse, hein, où il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène des gens qui sont un peu plus en télétravail, qui sortent un peu moins, qui mettent un peu moins en risque finalement leurs Ah produits, ouais. et avec le phénomène de la protection. Ça génère quelques tensions et couplé aussi avec le fait que les produits plus récents, il ne faut pas se voiler la face là-dessus, ils sont plus solides. Ils sont plus solides. Si on regarde chez Apple, effectivement, à partir de l'iPhone 12, on est sur une technique de fabrication qui amène plus de solidité du produit. Voilà, donc tous ces sujets-là amènent effectivement une tension qui doit amener vers une diversification des services, une diversification du modèle avec de l'achat-revente et une diversification produit, parce que pour le coup, il y a des marchés qui sont qui se portent toujours très bien, hein. Je pense à l'ordinateur, je pense à la console de jeu. On a eu des rebonds pendant et post-Covid de ces produits-là. Et c'est des produits qui, techniquement, peuvent, avec de l'énergie, hein, c'est ce que nous, on fait en termes de formation et d'appro, ils peuvent complètement rentrer dans le modèle économique. On a aussi réfléchi à tout ce qui est trottinette électrique, mobilité urbaine. Là, pour le coup, on a un besoin d'investissement et de penser le modèle en termes d'agencement de magasins qui est légèrement différent. Donc, nous, on sait que ça, c'est des sujets qu'on regarde de très près, mais clairement, ce qui se rapproche le plus en termes d'organisation du magasin, d'organisation technique et de formation, ça va être ordinateur et console de jeu. Très bien. Ouais, en effet, l'IT, le gaming, on le vend en poupe en ce moment sur la seconde main, c'est indéniable et sur la réparation, bien sûr. Mais je voulais aussi revenir un peu sur le smartphone, notamment sur les marques. On sait que Apple a toujours une hégémonie sur le marché.
et qu'Android, les utilisateurs sont beaucoup plus volatiles. Notamment, on observe de moins en moins de ventes de Huawei, par exemple. Comment vous percevez le marché sur le côté Android aujourd'hui? Et est-ce que aujourd'hui Android vous complique la vie, que ce soit en termes de tests chez Ponant, parce que peut-être que c'est compliqué de tester différentes marques et différents modèles, et en termes de réparation chez toi, Charles, parce que aller mettre la main sur la pièce détachée d'un Oppo très spécifique, c'est moins facile que de s'approvisionner en Apple. Je vais commencer, Adrien. Je pense que parce que pour moi, ça va être plus court. Le sujet, nous, il est simple, effectivement, c'est la pièce détachée. D'un point de vue technique, nous, ça ne change pas grand-chose. Effectivement, au contraire, hein, je dirais qu'il y a peut-être plus de contraintes dans certains modèles d'iPhone. Je pense notamment au back cover où on est contraint entre le côté légal, on ne peut pas y aller, ou le côté on perd une partie du produit, il n'y a plus la pomme, etc. Bon, donc ça, effectivement, on a peut-être plus de problèmes techniques, on va dire, avec législatifs avec Apple qu'avec les autres marques. En revanche, effectivement, quand le constructeur n'est pas assez structuré et s'est développé trop vite, on n'arrive pas à avoir les pièces. On n'arrive pas à avoir les pièces. Donc, effectivement, nous, notre problématique sur le côté atomisé du marché, il est quasiment exclusivement sur la problématique sourcing de pièces détachées. Très bien, ok, très clair. D'un point de vue reconditionnement, c'est clair qu'aujourd'hui, Apple a le vent en poupe. Il y a l'aspect aussi perception de la valeur de l'iPhone. Et effectivement, on le voit, comme tu le disais à juste titre, le client Apple est quand même un peu plus, est plus lié à la marque que le client Android qui peut être très volatile. Et aujourd'hui, il y a le sujet dont on parlait tout à l'heure de la disponibilité des pièces. Effectivement, je rejoins Charles, où aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles différents, de combinaisons différentes, de possibilités ou non d'approvisionnement. Donc, il y a un enjeu déjà purement économique de est-ce que j'arrive à réparer et revendre un téléphone en faisant de la marge. Donc, il y a déjà cet enjeu-là. Et puis aujourd'hui, effectivement, il y a l'aspect logiciel qui rentre en considération. Ce qui dessert effectivement Android, c'est cette multitude d'acteurs avec une variation de qualité qui est très grande. Aujourd'hui, on parle quand même plus de marques, mais quand on parle d'Apple, il y a tout l'écosystème. Donc, il y a la partie autant hardware que software. D'un point de vue Android, aujourd'hui, le logiciel Android dessert peut-être un peu plus les fabricants, où justement, il y a tellement de versions que d'un point de vue technique, il y a peu de complexité, on va dire, pour adresser la partie hardware. Mais après, c'est d'arriver à avoir, on va dire, la batterie de configuration pour tester toutes les versions à un instant donné. Et puis après, il y a l'enjeu économique, et clairement, c'est ça. L'appétence des consommateurs, elle est plus sur Apple, sur Samsung, sur le haut de gamme. Et puis après, plus on va sur d'autres marques, plus on va dire, ça s'éclate en termes de volumétrie. Et puis aujourd'hui, effectivement, c'est la perception de la qualité. Il y a un certain nombre de marques qui n'ont pas vocation à commercialiser des produits haut de gamme. Et donc, quand on se retrouve sur le marché du reconditionné, il y a peu de pertinence pour ces produits-là, puisque de toute façon, c'est pour les acheteurs, il y a plutôt un enjeu de si l'appétence est effectivement le meilleur rapport performance-prix. Des fois, c'est plus pertinent de retourner sur des marques qui font de l'entrée de gamme sous Android. Donc, l'enjeu, il est un petit peu à ces niveaux-là. Techniquement, la complexité d'approcher le hardware n'est pas significative. C'est la multiplication des versions logicielles à traiter. Et après, c'est tout simplement l'appétence du marché vers ces produits-là. Et donc, justement, ça me fait poser un peu la question par rapport à ton offre chez Ponant, c'est en termes je vais y arriver, robotisation, excuse-moi. Quelles sont en fait les limites de la robotisation ici? Est-ce que vous pouvez traiter toutes les marques, tout type de panne, avec justement ce logiciel Android qui dessert un peu les constructeurs aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver, à proposer une solution qui fonctionne? Alors, d'un point de vue justement traitement hardware, on a peu de contraintes. Puisqu'aujourd'hui, le robot permet d'adresser plus d'une trentaine de points de contrôle, passant donc de l'affichage, de l'audio, des boutons physiques, de la connectique, etc.
C'est d'un point de vue applicatif, où justement c'est la couverture par rapport à toutes les versions, mais aujourd'hui, par rapport à ce qui est reconditionné, du fait de la pertinence économique, on a un échantillon qui est relativement réduit, puisqu'on n'a pas toutes les marques de téléphone, tous les modèles. Si on parle d'Android, c'est vraiment quelques marques, comme je disais, Samsung, avec les modèles plus haut de gamme, qui ont le vent en poupe. L'objectif, après, c'est de certains de se différencier par de la volumétrie sur d'autres marques, d'autres modèles, mais pour les gens qui font vraiment beaucoup de volume et qui ont justement cet objectif forcément de rentabilité, l'objectif, c'est de répondre au gros de la demande du marché et de chercher justement cet aspect économique qui est aujourd'hui encore complexe à aller chercher. Très bien, très clair. Merci beaucoup Adrien pour ces explications. On était déjà un petit peu sur le temps des questions-réponses. Il y a une nouvelle question de Benjamin à laquelle je vais répondre concernant une tendance du marché sur la mise à disposition de solutions de location de plus en plus sur le marché. Donc, une économie de la fonctionnalité qui se développe de plus en plus. C'est très vrai, Benjamin. On voit ça aussi bien en B2C avec des boulangers location, par exemple, enfin, des solutions aujourd'hui où on peut louer aussi bien du reconditionné que du neuf sur le marché. Mais c'est aussi extrêmement présent en entreprise et il y a des solutions qui existent aussi bien pour les PME, les startups que pour les grands groupes. Aujourd'hui, c'est un écosystème qui est très large. Après, aujourd'hui, avec nos partenaires, se lancer dans la location aujourd'hui, ça requiert maîtriser voilà, du capital. Un système de location, c'est quelque chose de complexe à mettre en place. Aujourd'hui, on n'a pas vocation à louer nous-mêmes des produits. En revanche, on fournit des entreprises qui vont louer des produits par la suite. Pour répondre à la question de Benjamin, je voulais, avec vous deux, partager une petite actualité, voir un petit peu ce que vous en pensez. J'ai vu récemment que on constate que de plus en plus de voitures électriques, enfin, il y a plus de voitures électriques qui finissent à la casse que de voitures thermiques. Pourquoi? À cause de 2 éléments. À cause du coût des pièces de change, des pièces de change, notamment sur les batteries. Et aussi la fiabilité des réparations sur ces modèles-là. Donc, les assurances qui gèrent les programmes donc, sur les voitures électriques ne veulent pas prendre le risque de faire la réparation parce qu'ils ont peur de se casser les dents par la suite. Est-ce que vous faites un parallèle avec le marché du smartphone, notamment sur la fiabilité des réparations qui peuvent être faites sur nos produits? C'est tiré par les cheveux, mais on ne sait jamais. On peut Ouais, trouver un parallèle. difficilement quand même. On est quand même là sur un marché mature. On sait que la voiture électrique, bon, c'est un marché qui n'est pas aussi mature que le smartphone. Je pense qu'effectivement, il y a des enjeux de coût et de fiabilité des réparations qu'on va probablement pas retrouver aujourd'hui dans le smartphone, sauf à dire qu'on fera le parallèle avec des marques exotiques. Aujourd'hui, sur les marques exotiques, on va parfois avoir ce type de comportement parce qu'on n'est pas sûr de la fiabilité, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir trouver la pièce. Nous, ça nous arrive chez Safe de dire à des assureurs, ces marques-là, on ne les prend pas, faites un remplacement. Donc, tu vois, c'est là où je vois le parallèle. Par contre, sur effectivement des produits récents et quelque chose de plus généralisé, ce n'est pas quelque chose que je vois possible sur le marché du smartphone et j'ai envie de dire heureusement. Je trouve une anecdote intéressante, mais c'est vrai que voilà, le parallèle est un peu. Voilà, il faut pousser pour le trouver. Il y avait une autre question de Xavier qui, je pense, est pour toi, Charles, concernant les écrans compatibles en 4K. Est-ce que tu constates encore des dénonciations de garantie par les constructeurs malgré des engagements de réparation hors réseau SAV qui pourraient exister ou tu es moins embêté sur les remplacements d'écran? Globalement, on est moins embêté. Par contre, dire que ça n'arrive plus jamais, c'est plus compliqué. Ça va dépendre effectivement de tout un tas de critères en termes de normes au niveau de la réparation. Il y a encore des choses qui peuvent être refusées par les constructeurs, qui ne sont pas forcément liées à la qualité de la pièce elle-même, mais à comment la réparation a été réalisée, comment le produit a été démonté, etc. etc. On sait que c'est encore des choses qui arrivent et nous, aujourd'hui, les assureurs nous demandent des garanties là-dessus. C'est-à-dire que s'il y a un refus de
du centre agréé par le constructeur en cas de panne. Si le produit est passé chez nous avant et que le centre de réparation agréé refuse la réparation dans le cadre d'une panne après notre réparation, aujourd'hui, nous, on s'engage toujours à prendre en charge la réparation. Donc, c'est bien qu'il y a toujours un sujet et un risque existant. Je ne pense pas que ce soit encore 100% généralisé de ne plus avoir ce type de problème de dénonciation, malheureusement. Très bien. Je me demandais sur les tests qui sont faits chez Ponant, est-ce que lorsqu'on a un écran compatible ou un écran d'origine, on voit tout de suite la différence? Est-ce que tu constates, toi, une différence de qualité ou de résultat dans les tests? Alors aujourd'hui, c'est un travail qu'on fait de concert avec nos clients et partenaires, parce qu'en fait, nous, l'objectif du robot, c'est de donner une mesure objective des performances. C'est-à-dire sur l'affichage, c'est vraiment là sur l'expertise du reconditionneur que ça rentre en jeu, où nous, on permet d'avoir un seuil qui permet d'évaluer une qualité. Après, aujourd'hui, c'est ça, c'est un petit peu à l'appréciation du reconditionneur. On en parlait sur certaines marques, changer un écran avec un écran qui soit une pièce d'origine, c'est quasiment impossible d'un point de vue économique. Donc, en fait, l'enjeu, il est derrière sur le SAV. Donc, en fait, il est vraiment là, c'est d'arriver à présenter de manière la plus objective au client ce qu'il achète pour qu'il l'achète en connaissance de cause. Et donc, pour nous, l'enjeu, il est vraiment là, c'est d'arriver à déterminer ça. Nous, aujourd'hui, vu qu'il y a un enjeu économique qui est prépondérant sur la partie reconditionnée, la question de la qualité des écrans, elle va d'abord sur qu'est-ce qui économiquement est le plus viable et qui est disponible. On parlait des iPhones, aujourd'hui, il y a des pièces qui sont compatibles, qui sont extrêmement performantes et à des coûts tout à fait compétitifs. Et là-dessus, aujourd'hui, effectivement, le consommateur, il trouve satisfaction et le reconditionneur, il trouve aussi son intérêt en termes d'exploitation. Pour nous, il y a cet aspect-là de qu'est-ce qui est disponible et toujours aujourd'hui, en fait, sachant que le marché n'est pas encore à maturité, dans une contrainte prépondérante de rentabilité et d'arriver à trouver le bon équilibre entre la meilleure qualité possible, mais avec le coût le plus faible possible également. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions, Adrien. Je voulais répondre à la question de Arthur dans le chat concernant le fait de proposer des solutions d'assurance en complément de services, toujours dans le cadre de se diversifier dans l'activité. Pour répondre à cette question, nous déjà chez Deeply, on travaille beaucoup avec des assureurs sur la réduction de leurs coûts de sinistre. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est certes, lorsqu'on est capable de faire ses réparations soi-même, il faut tout de même évaluer si le coût de sinistre sera viable par rapport au prix qu'on fixe sur son assurance. C'est pas forcément un métier qui peut s'improviser, mais il y a des programmes assurantiels qui peuvent coller, je pense, en boutique. Je ne sais pas si aujourd'hui, Save, vous proposez un complément assurance en boutique. Alors nous, on ne le fait pas pour deux raisons. La première, c'est que je considère que ça cannibalise un business model Ouais. qui est déjà bien établi, qui est la protection. Donc finalement, bon, après, proposer une alternative pourrait avoir du sens. On ne le fait pas parce qu'on a énormément de clients qui viennent dans nos boutiques qui sont assurés. Et donc finalement, on préfère privilégier notre modèle économique de proposer plutôt de la protection, de la prévention dans ce sens-là du terme, c'est-à-dire physiquement, je protège mon produit et éviter tout risque de problématique avec des assureurs qui nous envoient leurs clients. Si on avait une belle affiche en disant l'assurance chez Save, c'est top, c'est pas génial. Voilà, nous, en toute transparence, ce sur quoi on a misé, c'est plutôt l'extension de garantie. Pourquoi? Parce que quand on répare aujourd'hui des produits hors garantie, on a un volume absolument colossal de produits qui n'est plus dans sa période de garantie. C'est une très, 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 très grande majorité des produits qu'on répare. Et là, effectivement, le client, quand il repart avec une garantie d'1 an sur sa batterie ou son écran ou son micro, le reste de son produit, s'il y a le moindre problème, donc dans une logique non pas de sécurité,
Nous, la sécurité, on la joue plutôt avec la coque, le film de protection. Et par contre, dans une logique de sécurité en cas de panne, où là, pour le coup, c'est le truc, mon téléphone est en panne, j'en change. Pour éviter ça et allonger la durée de vie du produit et sécuriser le client dans le fait qu'il va pouvoir garder son produit très longtemps, on a plutôt tendance à lui proposer une extension de garantie qui, de surcroît, est moins, on va dire, en concurrence avec les clients qui rentrent dans nos magasins par le biais de ces assureurs. Voilà les deux raisons pour lesquelles on mise plutôt sur l'extension de garantie que la casse. C'est dans le discours, je trouve, beaucoup plus adapté. Et finalement en concurrence avec rien. Parce que quand un client part de notre magasin avec une garantie sur son écran, je pense que c'est 97% des cas, pas loin, le client, son produit n'est plus garanti. Donc vraiment, c'est quelque chose où il y avait un besoin de service à ce niveau-là. Donc voilà, donc plutôt de l'extension de garantie que de l'assurance en ce qui nous concerne. Mais c'est vrai que le sujet du fait qu'on travaille beaucoup pour les assureurs est un argument très, très important. Voilà, on aurait certainement une offre si ce n'était pas le cas, malgré le fait qu'on a déjà, je trouve, une bonne proposition de valeur avec toute la gamme de protection. Très bien, hyper clair. Merci beaucoup. Et justement, pour clore ce sujet et puis clore aussi ce webinaire, parce qu'on va déborder, je me demandais, est-ce que Adrien, ta solution permettrait éventuellement, lorsque, par exemple, nous, on travaille avec des assureurs, lorsqu'on va tester les produits, de mieux les tester, mieux évaluer donc, le coût de réparation et éventuellement affiner l'estimation des coûts de sinistre. Ah, totalement. L'idée, il est vraiment là avec le robot, c'est de supprimer complètement la subjectivité aujourd'hui qui peut être réalisée par une analyse manuelle. Il y a en fait deux éléments dans la partie de la solution qu'on propose. Il y a une partie, on va dire, logicielle, qui est le référentiel qui permet de balayer toutes les fonctionnalités du téléphone. Donc là-dessus, il peut y avoir une sélection d'éléments avec plus ou moins de précision et un test qui soit plus poussé sur certains items. Donc là, justement, il y a cette possibilité-là. Et après, le robot, aujourd'hui, il permet justement un diagnostic 100% fiable pour dire, voilà les performances de tel et tel élément, et ce qui permet d'avoir justement de fiabiliser cette valorisation pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et justement de pouvoir optimiser après derrière les coûts et la prestation. Très clair. Merci beaucoup pour ces détails. Et puis, malheureusement, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais merci beaucoup à tous les deux pour votre participation et toutes ces informations hyper intéressantes. J'espère qu'on a pu offrir un bel aperçu du marché à nos participants. Et merci à eux pour leurs questions également. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci à toi, Martin. Merci à tous. Bonne journée. Bonne Merci journée à beaucoup. tous et à bientôt. Merci beaucoup.